Bonjour à tous et bienvenue dans ce GCN Show numéro 270 du bord de mer, Max. Oui, à la plage, clairement. Eh oui, parce que comme vous le savez, on a un métier extrêmement difficile. Et d'ailleurs, on sort d'une enquête éreintante sur le salon du Rock d'Azur où on a cherché l'avenir du gravel et du VTT. Bon, quand tu parles d'enquête éreintante, tu veux parler de quoi? Est-ce que ça serait pas de ce nouveau standard qui arrive en VTT avec des plus grandes roues? Exactement, des roues en 32 pouces qui sont sur toutes les lèvres, en tout cas les discussions sont bien présentes et pourtant on n'a rien trouvé, tout simplement comme si ça n'existait pas alors qu'on les a vus utiliser sur les Coupes du Monde de VTT, notamment avec l'équipe BMC et Titouan Caro, avec des roues Duke Wheels mais des roues prototypes. Alors Max, quels sont les intérêts de ces roues en 32 pouces? Écoute, pour l'instant on connaît pas vraiment les avantages vraiment établis, mais on peut juger que pour le franchissement, une roue plus grande facilite le franchissement, obligatoirement. Un obstacle paraîtra plus petit si la roue est plus grande, tout simplement. C'est tout simplement ce qu'on a vu de passage du 27,5 au 29. Exactement. C'est la tendance finalement de ces 15 dernières années. Après, pour des questions de grippe et de motricité aussi, il y a des avantages à avoir une roue plus grande. Par contre, il peut y avoir aussi pas mal d'inconvénients. Et je crois que tu es allé justement poser un peu la question dans certains stands pour avoir un peu des infos là-dessus. Alors, on allait du côté des fabricants de roues qui, eux, sont prêts à faire des roues de 32 pouces si on leur demande, tout simplement. Et du côté des fabricants de pneus, parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'une roue plus grande, c'est bien, mais il faut changer les fourches, il faut changer les cadres et il faut changer les pneumatiques. Bref, il faut des vélos complètement neufs et c'est sans doute pour ça que ça prend un petit peu de temps également. Et alors, du côté de Maxxis, par exemple, un des leaders dans les pneus de VTT, tout simplement, on est prêt, les pneus en 32 pouces sont prêts et vont même être sortis probablement commercialisés l'année prochaine. En termes de grippe, les avantages seront que comme la roue est plus grande, il y aura un plus grand contact au sol et donc une plus grande surface pour gripper. Et ce qui, là aussi, en termes de franchissement et d'adhérence, est forcément un avantage considérable. Ouais, bon, par contre, pas mal d'avantages, pas énormément d'inconvénients, mais surtout, principalement, le pilotage qui va changer, étant donné que les roues sont plus grandes, voilà. Clairement, il faut un cadre plus court pour garder le même empattement et pour pouvoir prendre des virages aussi serrés qu'avec des vélos habituels, clairement. Mais le vélo ne s'est pas imposé dès la première sortie sur les World Cup. C'est ça un peu qui, je pense, freine un peu la tendance. Voilà, c'est pas un avantage qui est en train de changer le monde du VTT cross-country. C'est une petite évolution à l'heure actuelle. Oui, alors on a vu les athlètes, notamment je parlais tout à l'heure de Titouan Caro, c'est celui dont on a eu le plus d'informations ici, qui l'utilisait pendant une partie de la course ou une partie des reconnaissances avant ensuite de rebasculer sur son vélo traditionnel. Il faut réapprendre à piloter, puisque c'est quand même quelque chose d'extrêmement différent. Et aussi, comme il faut tout changer, peut-être que le reste du matériel ne suit pas. Faire la roue performante, visiblement, c'est faisable. Pour que l'ensemble soit cohérent et performant, c'est peut-être encore seulement les balbutiements. À noter également que des coureurs sur un petit gabarit pourraient être handicapés par ces roues trop grandes. On pense évidemment au champion olympique Tom Pidcock, qui peut-être a déjà atteint ses limites avec le 29 pouces, même si bien sûr il a le talent pour s'adapter autrement. Il va venir nous le dire. Bon, écoute, déjà pense à moi, parce que moi le 29 pouces, quand j'ai les fesses sur la selle, je touche pas par terre. Non, par contre, t'as pas pied sur le 29 pouces. J'ai pas pied du tout. Bon, par contre, ce qu'on a vu aussi, c'est sur ce salon, c'est vraiment la fusion de plus en plus entre le VTT et le gravel. Le VTT et le gravel, c'est vrai que on a cette parallèle qui existe depuis l'invention du gravel ou l'évolution du VTT vers le vélo de route à crampons, clairement. Parce qu'on sait, la tendance fait beaucoup parler et vous commentez beaucoup là-dessus. Bon, par contre, voilà, le Monster Gravel est en train un peu de m'inquiéter parce qu'on voit que cette fusion, en fait, le vélo de gravel est une déclinaison du vélo de route. Ce qui me fait peur à l'heure actuelle, c'est que le gravel est en train de devenir une déclinaison du VTT. Ça, tu as pu le voir sur certains stands aussi. On l'a montré aussi dans la vidéo technique. On l'a montré dans la vidéo tech qu'on a sortie. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, il va bientôt falloir avoir plusieurs vélos de gravel en fonction du parcours proposé et de ses caractéristiques. Et finalement, on se pose souvent la question route ou gravel. Et la question de plus en plus, c'est VTT ou gravel. Et notamment, toi, tu jettes un œil et tu gardes un œil sur les moyeux boost. Oui, complètement. En fait, le standard pour les fixations de roues, en fait, entre un VTT et un vélo de gravel, c'est pas les mêmes axes. En fait, un peu comme quand on est passé des attaches rapides aux axes traversants. Pas la même longueur, c'est ça? Sur les vélos de route. En fait, voilà, t'as pas la même largeur de fourche, t'as pas la même largeur de haubans à l'arrière et t'as pas le même diamètre non plus d'axe à l'avant. Donc clairement, une paire de roues de route et gravel ne pourra pas se monter peut-être dans les futurs gravel, notamment
le théorème GR qu'on a vu chez Origine. Donc ça pourrait limiter les choix de pneumatiques. On voit que la tendance est à mettre des pneus de VTT sur des routes gravel. Ça pourrait limiter aussi les choix de braquet, par exemple. Et l'avènement, si ça arrive un jour, de ce fameux 32 pouces, si on refait un décalage complet, un recoupage complet. On voit d'un autre côté, et ça forcément c'est ma partie, toujours autant de gravel aéro. Et j'avoue que plus je fais du gravel, c'est-à-dire j'en suis à mon deuxième événement gravel, plus je me demande pourquoi, puisque les moyennes sont loin d'être astronomiques, en tout cas pour la plupart d'entre nous. Et finalement, le gravel aéro de ces dernières années, porté par le circuit UCI et par les championnats du monde qui ont eu lieu ce week-end, finalement s'impose pas plus que le gravel VTT. Mais tu sais, Louis, le style ou l'aéro, c'est pas une question de vitesse, c'est une question d'état d'esprit. Toi, même à 10 km/h, à 10 km/h, tu as les chaussettes aéro. Ouais, alors que toi, à 40, tu t'es toujours pas rasé les pattes. Exactement. Bon, par contre, on peut passer aux news de la semaine, à la planète vélo, parce qu'on a eu quand même pas mal de petites news cette semaine qui étaient assez intéressantes. Voilà, notamment sur ce salon, on a vu un tout nouveau Sun, la marque française qui était très connue pour ses vélos fabriqués à Saint-Gaudens, qui était parti, qui a été racheté, et là qui évolue encore avec un nouveau modèle, le Sun GP, il me semble. Oui, tout à fait, et ce n'est pas un VTT comme on aurait pu s'y attendre de cette marque, surtout sur le stand du Rock d'Azur, mais c'est bien un vélo de route qui sort, et ça annonce également une restructuration de la distribution de la marque, et donc un nouvel élan, un nouvel investissement dans cette marque iconique française. Bon, dans tous les cas, il est quand même très très beau, ce serait bien qu'on puisse l'essayer pour vraiment avoir notre avis sur la question. On a vu aussi des coureurs justement du World Tour qui s'arrêtent. Et ça, c'est de tristes nouvelles à chaque fois. Et oui, pas des moindres. Il y a d'abord l'Italien Elia Viviani qui était à la Lotto cette année, qui décide de mettre fin à sa carrière. Peut-être qu'il fera ses adieux sur la piste au cours de la saison des 6 jours également du championnat du monde. C'est de nombreuses victoires sur les grands tours, également un titre de champion d'Europe. Mais ce qui nous a le plus marqué, c'est bien sûr la fin de carrière d'Arnaud Démare. Il l'a annoncé assez simplement avec une belle photo de lui et ses enfants. Arnaud Démare, c'est un vainqueur français de monument, ancien champion de France, vainqueur d'étapes sur 3 grands tours. Bref, un monument du cyclisme français qui prend sa retraite avec 97 victoires dans l'escarcelle. Tu sais que j'ai croisé son père sur une course ultra distance. Oula, bah ça, tu me gardes pour après le show, pour le repas de ce soir? Écoute, il était en pleine forme. Arnaud, son père? Le père, oui, les chiens ne sont pas des chats. Arnaud Démare, donc un grand champion aussi, lui. On continue dans les news avec Derek Guy. Et oui, Derek Guy, l'ancien leader de la formation Israël Premier Tech, qui avait annoncé se séparer de sa formation. Sur un contexte, on le connaît, politique, mais également des désaccords sportifs avec les dirigeants. Il a décidé de mettre un terme à son contrat, sauf que ce contrat était encore valide pour plusieurs années. Okay. Donc l'équipe forcément s'est retournée contre lui et à l'heure actuelle, il encourt un dédommagement de 35 millions d'euros. Potentiellement, il va devoir 35 millions d'euros de dollars à l'équipe. Donc c'est en cours, c'est énorme, c'est en cours. On lui souhaite évidemment que ça ne se passe pas. Mais voilà, cette fin de contrat prend des tournures inattendues et qu'on n'a pas très envie de voir sur le vélo et sur le World Tour. On va finir avec une news, une excellente bonne nouvelle pour le coup. Oui. On parle beaucoup des équipes qui s'arrêtent, mais il y a également des équipes qui se créent, et notamment ma petite entreprise. Je vous en parle régulièrement. Vous savez que c'est un projet qui me tient à cœur et qui a annoncé sa première recrue. Ah, pas mal. Oui, il s'agit d'Océane Mahé, qui inaugure la liste des normalement 10 filles qui composeront l'effectif à partir du 1er janvier 2026. Tout va bien donc pour ce projet et on en est ravis. Bon, et puis pour les résultats, je vais prendre un petit coup de vélo là, je vais au bureau. Et on sera lundi et je pourrai vous donner les résultats du week-end parce que là, on a eu de très belles courses ce week-end et il faut qu'on vous donne les résultats. Donc allez, on repart au bureau. Et me voilà de retour au bureau justement pour vous parler des résultats du week-end. Et résultats du week-end, honnêtement, j'ai bien fait de rentrer et de ne pas rester à Fréjus car on a quand même eu de beaux résultats. Bon, premièrement, c'était le Tour de Lombardie écrasé par Tadej Pogačar. Honnêtement, c'est quand même assez incroyable. Cette année, il a fait 5 monuments, 5 podiums. Bon, deuxième place de Remco Evenepoel. Il a été sur un très bon niveau, encore une fois, mais pas assez pour pouvoir détrôner Tadej Pogačar. Mais clairement, il se positionne en tant que deuxième meilleur coureur de classique à l'heure actuelle. Bon, étant donné qu'il n'y avait pas Van der Poel ni Wout van Aert, il reste quand même des candidats pour la place de légende des classiques, mais voilà, très très solide Remco Evenepoel. Et on note par contre la performance plus que notable de Paul Sexas à seulement 19 ans. Il finit 7e, il rentre dans le top 10 et ça, honnêtement, c'est une statistique qui n'est pas à minimiser parce que clairement, ça fait des années qu'un coureur aussi jeune n'avait pas pris une aussi belle place sur un des monuments. Donc félicitations à Paul Sexas qui encore une fois montre que sa saison est plus que réussie. On passe maintenant à Paris-Tours et Paris-Tours, ça a été remporté par Matteo Trentin de Tudor Cycling.
Donc magnifique course, ça arrive en échappée et on note une incroyable place de Christophe Laporte qui termine deuxième en espérant que ça soit le vrai retour de Christophe Laporte, car une deuxième place, le voir de retour à ce niveau, c'est vraiment très très plaisant. On note par contre un petit raté de l'équipe Decathlon AG2R La Mondiale Team avec Paul Lapera et Stéphane Bissegger. Ils étaient deux dans l'échappée, ils ont lancé le sprint et malheureusement ils ne finissent pas sur la boîte, pas dans les 3 premiers. Donc c'est un peu dommage de ce côté-là. Ensuite, on avait aux Pays-Bas les mondiaux de gravel. Et là, les mondiaux de gravel, c'était encore une fois assez intéressant. Voir un peu, est-ce que c'était un routier qui allait remporter, est-ce que c'était quelqu'un du VTT, un spécialiste de gravel. Bon, finalement, c'est Florian Vermersch chez les hommes qui remporte la course. L'an dernier, il avait fini deuxième, dernière Mathieu Van Der Poel avec son magnifique Colnago G4X qu'on a pu voir aussi dans la vidéo des nouveautés découvertes et les plus beaux vélos du championnat du monde qui est déjà en ligne sur la chaîne. On note chez les femmes une victoire de Lorena Wiebes. Elles sont arrivées à 2 néerlandaises à l'arrivée et puis c'est Lorena qui remporte le titre de championne du monde. Donc félicitations pour ces mondiaux, encore une fois, de belles courses. Bon, c'était tout pour ce show un peu spécial, moitié sud-est, moitié sud-ouest. Dans tous les cas, on a été très contents de le partager avec vous. On se retrouve maintenant mardi prochain pour le prochain GCN Show. Ciao, ciao et bonne semaine.